Et salut à tous, c'est M. Kiné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on part sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, sur cet épisode, je suis avec Charline du compte Orgasme et moi et on va parler de sexualité. Pourquoi la sexualité? Parce que c'est évidemment un thème qui aborde le corps humain, mais où il y a encore beaucoup de mauvaises connaissances, de tabous ou de choses qu'on ne comprend pas. Et c'est là où on va pouvoir discuter pendant cet épisode. Pendant une heure avec Charline, on va parler de l'éducation, on va parler de l'évolution des modes de pensée, de l'évolution des différentes sexualités depuis ces dernières années, bien que vous verrez qu'il y a eu une vraie accélération par rapport aux générations précédentes. Une fois encore, n'oubliez pas que c'est un épisode de podcast, donc vous avez tout à fait le droit et je vous conseille de faire autre chose en même temps. Faites de la mobilité, faites de la cuisine, bref, occupez-vous et je vous laisse sur cet épisode d'une heure avec Charline. Avant cette écoute, évidemment, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, à me poser toutes vos questions vis-à-vis de cette grande conversation dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper le prochain contenu. Bonne écoute à tous! J'aurais dû prévoir, tu sais, les petites boissons, un petit shot pour la route. On peut faire un shot par question si tu veux, mais... Donc Charline, bienvenue sur ce podcast. Déjà, premièrement, merci beaucoup de m'accorder ton temps parce que j'ai l'impression que tu es très prise. Et donc, je te souhaite une bienvenue. Eh ben, écoute, merci Émeric pour l'accueil. Dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, s'il te plaît? Ok, alors je m'appelle Charline Vermont. J'ai créé un compte Instagram il y a 3 ans qui s'appelle Orgasme et moi. Et en fait, j'étais loin d'imaginer au moment où je crée le compte que, eh ben, écoute, ma vie changerait du tout au tout. En fait, clairement, quand j'ai commencé à vulgariser, en fait, moi, je suis pas, j'ai pas de formation scientifique médicale, plus ou moins, plutôt à la base. Mais par contre, j'ai 2 parents médecins, j'ai un frère médecin. Ma mère, elle est gynécologue obstétricienne, elle est chef de bloc obstétrical. Mes parents étaient séparés. Et si tu veux, j'ai la sensation que une grande partie de mon enfance, c'était écouter maman, qui me passionnait, rentrer du travail et nous faire des cas cliniques. Alors aujourd'hui, patiente de 38 ans, nanana, antécédent. Et c'est très drôle parce que je pense que c'est ouf. En fait, on n'imagine pas en tant que parent la transmission qu'on peut... voilà. Enfin, mais il y a quelque chose, clairement... une passion, je pense, à la fois pour la santé donc des femmes et pour être un peu plus inclusive des personnes à vulve. Alors, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Aucun problème, t'inquiète pas. Et en fait, comme ma mère me transmettait beaucoup d'informations, je suis devenue un peu référente gynéco, et puis que moi aussi, j'ai un côté un peu aventurier, côté sexo, avec clairement, moi, à 16 ans, j'avais mes carnets de masturbation, si tu veux. Donc, autant dire que les travaux pratiques, c'était hyper important pour moi de comprendre un peu juste mon corps, mon plaisir, comment je fonctionne, en fait. Et puis aussi, après, une fois que t'as commencé un peu à appréhender comment ça fonctionne, comment ça fonctionne chez les autres, tu vois. Et voilà, j'avais une espèce de carnet où je notais tout. C'était avec la rigueur scientifique qu'on avait à la maison, tu vois. Et si tu veux, ça est toujours resté un petit jardin secret pour moi. Plus ou moins secret d'ailleurs, parce que du coup les potes posaient des questions, quel que soit leur genre, orientation. Voilà, j'étais la référente sexo de Epi. Et ben écoute, quand je suis arrivée sur Instagram, mais hyper tardivement, c'est-à-dire moi je suis arrivée fin 2018, je pense, sur Insta. C'était 1 an après MeToo. Et clairement, j'ai découvert un monde. En fait, j'ai découvert un monde où la parole se libère. Et elle se libère sur tous les sujets, clairement, mais aussi clairement sur les problématiques féministes. Et ça touche littéralement tous les pans de notre vie, y compris la sexualité, les relations affectives amoureuses, nos schémas relationnels et le plaisir. Et en fait... il y a un moment où j'ai eu envie de sortir. Alors, j'avais un premier blog, j'avais créé un meet-up sexo à Paris. Donc, premier blog 2015, meet-up sexo 2016, un deuxième blog 2018. Enfin, bref, j'étais active, mais pas du tout dans les réseaux sociaux. Et en fait, quand j'ai vu tout ce qui se créait, cette espèce d'information et aussi de vulgarisation qui se faisait, je me suis dit, clairement, je pense avoir aussi des choses à transmettre, en tout cas, à être une passeuse, je sais pas si je peux dire de science, mais en tout cas une passeuse de savoir, de connaissances, et aussi
je pense que je sais écouter les gens. Je suis une bonne oreille et j'apprends aussi. Donc, pardon, j'ai vraiment un super. Non, mais je vais aller me servir un verre d'eau. Ça ne va pas changer quoi que ce soit. Je vais juste tu vas juste visiter chez moi. C'est super cool. Voilà. T'inquiète. La vidéo. Thierry, regarde, attention. Tada, le décor. Bienvenue à la maison. Cool. Donc, l'épisode de podcast est en train de devenir un house tour. T'as vu ça? Charline. Exactement. Moi, j'en profite du coup, au vu de ce que tu disais, juste pour revenir dessus. T'as des frères et sœurs ou pas? Ouais, on est 4. Donc, est-ce que, au vu du métier de tes parents et plus précisément de ta maman, j'ai l'impression, est-ce que tes frères et sœurs aussi ont eu cet attrait pour la découverte de leur corps, la sexualité, ou est-ce que c'est toi qui as été le plus touché, on va dire, par ce sujet? Est-ce qu'on est tous tombés dans la marmite? Non, ils m'ont regardé plonger, ils ont fait non, vas-y, moi t'as toute seule, on n'y vient pas. Non, c'est bon, vas-y, débrouille-toi. Et donc voilà, donc bref, je suis pas capable de raconter l'histoire rapidement. Donc fin 2018, j'arrive sur Instagram et moi à l'époque, faut quand même savoir, j'ai pas Facebook, j'ai pas Insta, enfin autant dire que les réseaux sociaux et moi, c'est complètement ignorante. Okay. Je vois cette espèce de masse d'informations et clairement sur l'éducation à la sexualité, enfin voilà, je me dis mais il y a 1000 choses à faire. Et je crée un compte Instagram en me disant bah voilà, moi aussi je participe à l'effort collectif, c'est la fête. Et puis aussi on a des informations qu'on n'avait pas avant. Enfin tu me dis mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce que MeToo clairement, c'est-à-dire avant tu savais des infos, c'était les cercles de bonnes femmes entre guillemets, donc c'était des réunions sextoy comme on fait des réunions Tupperware, tu vois, Imaginix exactement. Donc c'était un truc un peu genre voilà, ou alors enfin moi j'étais dans le milieu LGBT, donc c'était plutôt des trucs très militants. Et tout d'un coup, en fait, on sort en fait de ces petites des petits sous-sols des assos, on sort de nos maisons, de nos foyers, de nos réunions de bonnes femmes. Je dis ça, c'est pas de manière péjorative, mais ouais, c'est comme ça qu'on le vit. Et puis tout d'un coup, on prend le pouvoir, en fait, on prend la parole. Il y a ça, première chose. Deuxième chose, il y a des connaissances scientifiques qu'on n'avait pas. Enfin, quand même, l'anatomie complète du clito, c'est 1998. Donc, si tu veux, moi, j'avais 15 ans. Il y a des, enfin, tu vois. Et attends, première échographie, c'est Odile Buisson. On est en 2007. Première image 3D, c'est 2016. C'est Odile Fillot, c'est des Françaises en plus qui ont bossé sur le sujet. Et si tu veux, t'es là en mode, mais première représentation 3D du clito, 2016. Enfin, c'est fou en fait de te dire ça. MeToo 2017. Et puis une espèce de aussi, enfin moi je le vois parce que je suis abonnée du coup à un certain nombre de revues scientifiques médicales de santé sexuelle, gynéco, duro. Et en fait, tu vois que il y a une espèce d'explosion à partir du début des années 2010. Et enfin littéralement j'ai un peu l'impression que chaque année c'est quasiment, je veux pas dire qu'on double le nombre de thèses ou d'études de recherche qui sont financées, mais quasiment, c'est-à-dire là tu dis ok, c'est le début d'un cycle, donc faut se former. Donc tu t'abonnes à tout, tu lis tout ce qui passe et quelque part t'es là en mode bon, maintenant que j'engrange ça, transmettons, tu vois. Il faut restituer. Et il faut restituer. Et clairement, Orgasme et moi, c'est un peu ça. C'est cette vocation de, être passeuse, en fait, de tout ce que moi je peux lire sur le sujet, de le faire avec, ensuite, voilà, on est comme on est. Donc, j'espère avec un minimum d'humour, de pédagogie. Et aussi. Je pense que c'est ce qui fait que ton compte aussi marche bien. Non, mais clairement, il y a l'humain derrière, tu vois. Les connaissances ne suffisent pas. Et en général, on s'abonne sur Instagram aussi pour la personne qui a derrière. Donc, en effet, je pense que ça joue bien. Et voilà. Et puis aussi laisser la parole aux personnes en fait, c'est-à-dire il y a aussi et moi je le vois, c'est-à-dire peut-être qu'un jour ça va s'équilibrer, mais si tu veux dans un monde où les études en termes de sexualité étaient limitées quasi à les difficultés érectiles, tu vois, donc il y avait le Viagra et tous leurs copains qui étaient sur le marché déjà depuis 20 ans. Et à côté de ça, on a des dyspareunies quand même. Et puis surtout, mais vraiment toujours un angle un peu fertilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut malgré tout, enfin, énormément de recherches orientées en santé reproductive plus que réellement sexuelle. Et tu vois, et à côté de ça, t'as une intelligence collective parce que quelque part, enfin vraiment,
t'es jamais tout seul à avoir eu un problème dans ta sexualité. Littéralement, tout le monde a déjà connu cette situation. Il y a au moins une personne. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe si je lance un petit pavé, je dis, il m'est arrivé telle situation. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ouais, ok, cool. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour dépasser ce blocage, contourner cette difficulté et arriver à vous épanouir, à prendre votre pied avec votre partenaire? Comment ça se passe? Et en fait, tu t'aperçois quand tu tends le micro que vraiment, il y a une richesse, il y a une intelligence collective qui ne demande qu'à être dévoilée, à être révélée, à être partagée. Et du coup, Orgasme et moi, c'est aussi un peu ce petit micro, tu vois, que je laisse de Camp Story pour que les gens puissent s'exprimer. Voilà. Ok. Écoute, je trouve que c'est un très bon résumé, introduction de tout ce que tu peux faire sur ton compte que je trouve vraiment top. Pour revenir là-dessus, je sais que là-dessus, on est assez d'accord, toi et moi, vis-à-vis de ce que toi tu peux faire aujourd'hui et le fait que tu n'aies pas de diplôme. Moi, je suis le premier à dire que le diplôme n'est pas du tout obligatoire et comme tu nous l'as dit, ta maman t'a inculqué des choses. Je pense que le fait que tu aies une écoute, c'est un truc qui joue énormément dans le point positif. À quel moment est-ce que toi, ou alors est-ce que ça... Mais je me suis formée, mais du coup, en fait, j'ai pas eu le choix. C'était ça, du coup, ma question. À quel moment tu t'es dit, il va falloir que je me forme spécifiquement sur certaines parties ou totalement? Alors, c'est très intéressant. La question, elle est venue au tout début. Après, elle est pas du tout revenue. Et à mesure que j'apparaissais dans les médias, c'est revenu. Donc, tu sais, c'était au tout début. Non, là, il y a eu une période où on me foutait la paix. En fait, au tout début, les gens, ils disent, mais en fait, qui t'es, toi, en fait, pour oser parler de sexualité? Quels sont tes diplômes? Quel est ton parcours? Et puis, en fait, tu finis quand même par... voilà, par ce que me disait Charline Sage-Femme, elle me disait, mais comment tu sais tout ça? Écoute, écoute, je crois que je peux dire merci à ma mère, je peux dire aussi merci à moi, je pense que j'ai une vraie, une vraie curiosité, tout azimut. Il y a des autrices qui m'ont marqué. Il y a Betty Dodson avec Sex for One, c'est-à-dire t'ouvres un livre, donc elle est sexothérapeute et elle est aussi, elle se définissait comme masturbatrice professionnelle. Tout son livre et elle te dit si t'as une vulve, il est probable que en fait tu ailles vers l'orgasme en tenant un peu une ligne droite, tu vois, comme d'aller d'un point A vers un point B. Et du coup, que tu réempruntes à chaque fois plus ou moins le même chemin. Et si au lieu d'avoir un seul chemin, je t'en faisais découvrir 50. Et tu vois, et en fait, tu te dis, ok, c'est génial. Donc, il y a aussi une vraie exploration de soi, une vraie exploration ensuite avec mes partenaires, à pénis, à clitoris. Et clairement, je crois qu'il y avait... cette espèce de côté très enfantin aussi en moi, très ludique, très aventurier, explorateur. Curieuse. Pour moi, c'est vraiment la sexualité positive. C'est-à-dire, dans le sens où... et ensuite, on pourra en parler plus tard. On a tous un vécu qui impacte fortement notre relation à notre corps et à notre sexualité. Moi, j'avais un schéma compliqué, familial compliqué, c'est-à-dire mes parents étaient séparés. Il y avait des choses qui n'étaient pas forcément non plus très glop. Et si tu veux, c'est très bizarre, mais la sexualité que j'avais avec moi-même, alors moi, littéralement depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'en ai une avec moi-même. Et c'était mon lieu de refuge. C'était le lieu où je me connectais, c'était la paix, quoi. C'était le bonheur, c'était le plaisir. Et tu as cette reconnexion à moi. Et pour moi, la sexualité, même à un âge où c'est une masturbation infantile, donc il n'y a rien de sexuel là-dedans, c'est vraiment exploratoire, c'était magnifique. Et quand après j'ai exploré avec des partenaires, c'est resté, si tu veux. Et on en parlait récemment sur le compte avec les personnes HPI, HPE, donc au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, etc. Quand tu as un cerveau qui fonctionne à toute berzingue, etc. Et qu'il y avait un endroit, en fait, où j'étais en paix. Je débranchais tout et j'étais juste en train de m'amuser et de profiter. C'était le sexe. Et si tu veux, pour moi, c'est resté cette espèce de lieu magique, en fait, où je viens me reconnecter à moi, me reconnecter aux autres, une espèce de simplicité, de connexion, quoi, à moi et au plaisir, à l'autre, tout ça. Et il y a quelque chose de très magique pour moi. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, la sexualité, j'ai un rapport très positif aussi au sujet, très, très léger, sans doute. Et du coup, je pense aussi que ça facilite le truc. Donc, mais tu dis ça aux gens, ils disent oui, et donc, mais encore, t'es là, ok, donc on va venir me chercher sur une légitimité, et que je comprends totalement. La légitimité, c'est en France, c'est le diplôme. En France, totalement. On a un pays de diplômes. Les autodidactes, vraiment, ils ont qu'à aller se carrer,
ailleurs. Ouais. Ce qui est très compliqué parce que tu me dis, bah, alors, enfin, le fait que je lise un livre de sexo par jour, en fait, on s'en fout depuis des années. Enfin, en fait, on s'en fout. T'as pas de diplôme, t'es rien. Ouais. Et du coup, t'es là, bon, bah, du coup, je vais chercher une formation. Et c'était très dur de trouver une formation parce que t'es là en mode, bon, alors déjà, j'ai un bagage assez impressionnant. Donc dès que je parle quelque part, on me demande effectivement, enfin d'où ce que je sais et tout ça, Ouais. parce que t'as littéralement une culture et une connaissance encyclopédique de ton sujet. Donc les gens, ils sont toujours un peu fracasses en mode d'où quoi. T'es là, bah, je sais pas quoi. J'ai bossé. Bah ouais, j'ai juste bossé comme une tarée en fait. Enfin, j'ai sans doute lu plus d'articles de santé sexuelle que n'importe qui en France, mais ça c'est pas validé par un diplôme Non. si vous voulez. Ouais. Et puis ensuite, il y avait et bah du coup, tu te renseignes sur les écoles qui forment des sexothérapeutes. Et t'es là en mode bon ben, il y a beaucoup de maisons, enfin qui sont des endroits où la sexo est encore en mode sexo à papa, tu vois, enfin de l'ancien monde. Ouais, pas à Et jour avec ben non, mais c'est ça, la nouvelle c'est-à-dire génération. il y a quelque chose, c'est super récent quand même, tout ce bouleversement. Et C'est intéressant parce que dans tous les fois où j'en parle avec les gens, on les oblige à passer des diplômes qui t'apprennent toujours des choses qui ont 20 ans de retard. ouais, mais C'est ouf. et ben non, bah c'était pas possible pour moi. Alors j'ai mis le temps et puis j'ai trouvé un formateur qui est vraiment voilà un mentor qui est Alain Héril qui propose des formations où justement il a cette intelligence d'intégrer à sa formation des personnes et ben qui sont vraiment accurate, qui sont à jour si tu Cool. veux. Donc enfin voilà qui invitent des personnes qui sont spécialistes, des thérapeutes du genre pour parler de genre, des personnes qui sont qui pratiquent le BDSM, qui sont voilà pour parler pour tout l'aspect paraphilie, BDSM, kinks et autres, qui va inviter des personnes queer pour parler de toute l'identité, de la culture queer, etc. Et en fait, c'est vrai que cette approche, en fait, qui intègre vraiment aussi les sujets de notre époque, Ouais. qui se remet en question, etc., elle est nécessaire. Et donc voilà, moi j'ai suivi les formations d'Alain Héril pour être praticienne en sexothérapie. Et donc aujourd'hui, bah, c'est ma formation pour Ok. mon sujet. Et pour le reste, mais je continue à me former, c'est-à-dire les Ouais. gens, enfin, tu vois, j'ai envie de leur dire, vous savez, je sais pas comment dire, c'est pas sanctionné par un diplôme, mais encore les 2 heures que tu passes dans l'American Journal of Sexual Medicine, bon Ouais. ben, tu vois, Clairement. c'est aussi ma formation, quoi. Enfin, tu Non vois. mais en gros, c'est bien, t'as fait la formation pour avoir cette légitimité et bon, maintenant tu peux continuer ton chemin et entre guillemets, on peut venir te chercher quoi. Et c'est très drôle parce que du coup, et puis un jour, le monde en fait, bah, comment dire, s'inverse. C'est-à-dire là, on est venu me chercher, la Sorbonne est venue me chercher pour être enseignante. Moi, aujourd'hui, je suis enseignante en DU de santé sexuelle. Génial. Donc, si Félicitations. tu veux, t'es là en mode, bon, donc aujourd'hui, c'est moi qui forme bah, des professionnels de santé, des gynécos, des sages-femmes, etc. Enfin, quelque part, écoute, voilà, Ok. Et ouais. pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, et d'ailleurs, je ne connais pas la différence ou savoir quand est-ce qu'une personne qui a besoin, se pose des questions ou autres, va consulter plutôt un sexologue ou alors un sexothérapeute. Alors en France, en fait, il faut savoir que aujourd'hui, c'est pas légiféré. En France, tu as le Ok. droit, si toi demain t'as envie, Émeric, de mettre sur ta plaque sexologue, eh ben légalement, tu as le droit de le faire. Voilà. D'accord. Donc ensuite, il y a des us et coutumes qui sont quand même importants. Alors, en France, il est admis, mais c'est pas la même chose en Belgique ou en Suisse, donc attention, enfin, tu vois, Ouais. que le terme sexologue est utilisé par des personnes qui ont un diplôme de médecine. Ok. Ok, donc généralement les personnes qui se disent sexologues en France sont, bah, ça peut être des gynécologues, des andrologues, des urologues, etc. Donc le terme Ok. sexologue, il est vraiment, voilà, il n'est pas Médical. utilisé. Ouais. Ok. Ensuite, le terme sexothérapeute, alors la plupart des personnes qui ont les mêmes études que moi disent qu'elles sont sexothérapeutes, donc Mhm. c'est un terme que je pourrais employer également, sachant que, enfin c'est intéressant. Ensuite, il y a des gens qui disent ah oui, mais attention, thérapeute. Donc chacun vient aussi défendre un peu pour les Évidemment. personnes qui ont fait une formation en psychologie clinique et qui défendent en fait le mot thérapeute, que le mot thérapeute ne devrait être utilisé que par des personnes qui ont fait le cursus universitaire de 5 ans, 1200 heures de formation, Ouais, d'accord. etc., etc. Et ben voilà, vont ensuite, mais, enfin, voilà. Autant te dire qu'en France, on est ensuite sur des querelles D'ego. ben, je sais pas de quoi, mais en tout cas, c'est compliqué en France, sachant que, ben,
Voilà, moi, effectivement, les gens, pour simplifier, parce que praticienne en sexothérapie, c'est déjà très long, je leur dis, Mhm. enfin voilà, les gens, enfin, je suis sexothérapeute au quotidien, donc ça veut dire que au quotidien, moi, j'ai une patientèle. Du coup, je Mhm. reçois essentiellement des couples, parce que ce qui me passionne, ce qui me passionne, c'est les dynamiques relationnelles, D'accord. affectives, amoureuses, sexuelles. Et du coup, moi, au quotidien, ben voilà, je suis sexothérapeute. Ok. Et dans les personnes que tu reçois justement, donc plus souvent des couples, est-ce que tu as des grandes idées reçues ou des grandes questions récurrentes ou des grandes incompréhensions, tu vois, que tu peux retrouver? Ou alors est-ce que c'est vraiment tout le temps varié, même si j'imagine que c'est toujours du cas par cas, parce que chaque couple, en plus deux individus sont toujours différents, mais est-ce que toi tu trouves des récurrences? Alors, il y a des récurrences dans beaucoup d'histoires. Alors, ça dépend, pas dans toutes les histoires, mais Mhm. tu vois, il y a quand même beaucoup de couples qui viennent me voir parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ça fait 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ben, c'est difficile d'être en phase sur la libido, par exemple. Mhm. Ou alors, il y a des questions d'ouverture de couple également. Comment on fait Mhm. pour passer d'une relation qui était jusqu'à présent monogame, exclusive, à une relation qui soit non exclusive. Il y a un accompagnement qui est clairement important parce que c'est un vrai chamboulement de vie. Enfin, réellement, en fait, tu Mhm. changes pas juste un élément. Enfin, c'est ce que me disent tous les couples. Ils disent en fait, on savait pas qu'on allait changer notre vie. Je fais, bah oui, enfin, ça a l'air d'être rien du tout, mais en fait, c'est assez impliquant et engageant. Et donc, voilà. Donc, il y a essentiellement les problématiques de libido, de communication, simplement. Tu sais, des fois, en fait, moi, je suis juste là pour permettre à de la parole, en fait, d'émerger et aux personnes de s'écouter mutuellement. Mhm. Je suis rien d'autre, hein. Des fois, je suis vraiment cette sensation d'être juste un espace safe, en fait, pour ces personnes-là. Parce que la communication est difficile sur, en réalité, bah, la sexualité qu'on a, elle me convient pas. Et je sais pas comment te le dire sans te vexer. Alors voilà, je préfère qu'on fasse ce travail ensemble. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Et Mhm. auquel cas, ben, toi, vraiment, t'es. Voilà, c'est Je vous crée vraiment. un espace pour vous et Ouais, vous vous y sentez bien. exactement. Et ça, c'est des choses C'est cool. voilà, que je trouve simples, tu vois. Bon, là, je parlais effectivement des langages de l'amour. Enfin, on en parlait, qui est un outil en réalité. Enfin, il n'y a rien de scientifique sur le sujet. Mais en C'est quoi? fait, C'est les cinq langages de l'amour, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, les personnes sont sensibles à un langage en particulier. Ouais. Et donc, tu peux avoir l'impression dans un couple de faire énormément d'efforts, en fait, Mm. de montrer plein de preuves d'amour et d'actes d'amour à ta partenaire. Et que, ben, enfin voilà, et l'autre t'explique que enfin voilà, que c'est pas suffisant, en tout cas, que elle ne ressent pas ton amour. Et t'es là en mode, je comprends pas. Ouais. Et en Tu peux fait, nous les rappeler, les cinq? Je les ai pas tous en tête. oui. Tu sais, ensuite, c'est un livre, c'est un best-seller assez daté maintenant, mais c'est les paroles valorisantes, les Ouais. services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, le contact physique. Excellent. Et en fait, on est tous sensibles, soyons clairs, hein, on est tous sensibles aux cinq, mais il y en a Des souvent un curseurs. primaire et un secondaire auquel nous sommes particulièrement sensibles. Ouais. Et tu vois, et donc ce que je racontais en story, c'était hyper intéressant. C'était une session de la semaine dernière avec un couple qui vit des moments, comme tous les couples, de tension. Il y a des Mm. moments, en fait, où ça va pas, où voilà, c'est difficile de communiquer dans ces cas-là. Et quand la personne qui est un peu en meltdown, qui est un peu voilà, tristoun, vit un moment de descente, en fait, Mhm. bah, l'autre ne sait pas forcément L'aider. ouais, comment l'aider simplement. Et en fait, et tout d'un coup, elle s'est dit, oh, je me rends compte d'un truc, c'est que je pense qu'il connaît bien mon langage de l'amour en temps normal, mais en fait, quand je suis en période de tension, en fait, mon langage de l'amour, il est différent et il change. Et D'accord. en fait, et du coup, elle lui a dit, en fait, typiquement, tu vois, un truc auquel je suis pas du tout sensible, qui sont les cadeaux. Enfin, Mhm. globalement, dans ma vie quotidienne, enfin, je m'en fous. Mais là, en fait, bah, ça me Ça ferait me fait beaucoup du de bien. bien. Ouais. Et tu vois, enfin, c'est bête, hein, c'est la parole qui émerge. Bon, voilà, donc toi, Mm. t'es vraiment une espèce de, j'espère, en fait, je sais pas comment dire ça. Tu es une espèce de personne qui permet aux liens de se recréer, qui permet à des ponts de se faire entre deux personnes, ou tu peux également permettre à deux personnes de se quitter également avec élégance, Mm. parce que, ben, c'est aussi ça parfois, enfin une thérapie, c'est aussi fait parfois pour se quitter
se quitter en toute sérénité, en apaisement, en bonne relation. Donc voilà, ça peut être différentes choses, une Ouais, c'est thérapie, tu intéressant. vois. Ouais. Et tu vois, quand tu parles des couples qui n'osent pas ou tu vois qui ont besoin de ce cadre ou qui ne parlent pas de tous ces sujets, j'ai envie de revenir sur un petit peu pourquoi ces sujets sont au final un peu tabous, tu vois? Pourquoi? Ah mais pourquoi Ouais. est-ce qu'on n'arrive pas à parler librement? Est-ce que c'est parce que la société nous pose des barrières? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus? C'est une bonne question. Et ensuite, je pense on part pas avec le même bagage en fait. Déjà, Mmh. chacune dans la vie. Il y a des personnes qui ont des facilités à exprimer leurs émotions, tu Mmh. vois, ou à exprimer. Donc déjà, il y a aussi cette capacité de manière générale à exprimer les choses et en particulier à exprimer tes émotions. Euh, je vais essayer de pas genrer mes propos. Deuxième chose, Mmh. tout le monde n'a pas non plus le même niveau en communication non violente. D'accord. C'est-à-dire, il y a également des personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, elles savent que si elles commencent à parler, en fait, ça va aller au clash, ça va cracher, c'est clair. Et je le vois bien, en fait. Du coup, d'ailleurs, c'est aussi des exercices que j'ai, qu'on travaille aussi en session. C'est aussi leur réapprendre, en fait, à communiquer entre eux. Tu Mmh. vois, mon objectif, c'est clairement l'autonomie. C'est-à-dire, moi, j'ai aucune envie, tu vois, j'ai déjà 3 enfants, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de nounouter plus de personnes, hein, soyons clairs. Donc, en fait, t'as un couple, donc vraiment, l'idée, c'est un espace d'écoute qui leur appartient. Ça leur appartient. Il y a 1 heure dans la semaine, ça leur appartient, c'est leur espace. Ça fait déjà beaucoup de bien à savoir, c'est-à-dire même si elles savent que ça risque d'être difficile parce que voilà, c'est mouvant. En fait, ça, c'est clairement leur espace. J'ai souvent, voilà, j'ai des petits outils, des petits jeux, des petits exercices qu'on fait en séance. Et l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, en fait, Yael soit autonome, c'est-à-dire que quelque part, voilà, tu progresses. Je les vois en session réutilisée, tu sais, des reformulations. Des Alors du coup, outils. pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu viens de dire, non, tu vois, tu les vois reformuler. Donc c'est un truc qu'on apprend à faire aussi en Un peu communication de non violente. PNL. Exactement, PNL. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir finalement que ce que tu fais aussi au quotidien, c'est de remettre 2 personnes qui ont un vécu, des expériences, une histoire différente, tu les remets Mmh. un peu d'un niveau où elles sont capables d'avoir des conversations intelligentes et saines, hein. Et tu Mmh. vois, et rien que ça, c'est chouette, quoi. Ouais. C'est une vraie réussite. Mais Ouais, là, en fait, on va parler d'un couple qui n'arrive pas à communiquer de manière globale, en fait, que ce ouais. soit sur les tâches, les activités, le mode de vie et compagnie. Ah, Mais qu'est-ce qui fait que je vais plus facilement peut-être connaître les habitudes gustatives de ma copine ou ses films préférés que la manière de l'aider à prendre le maximum de plaisir lorsqu'on a des relations. tu parles pour toi. En fait, je cherche une consultation, je ne savais pas comment En amener le fait, c'est sujet. ça. Du coup, j'ai créé un podcast juste pour pouvoir t'avoir. En En fait, je fait, t'ai pas dit, mais je vais pas le diffuser, je vais le garder pour moi. c'est ça. Non, évidemment, je parle au sens large, mais tu vois, quand je te disais, est-ce que c'est Ouais, tabou, etc. Oui, en effet, il y a les couples qui ne savent pas communiquer, mais j'ai ouais. l'impression qu'il y en a qui vont réussir à communiquer sur certains sujets, mais où la sexualité peut rester un sujet délicat. Ça reste parce que on intègre très tôt en fait le tabou. C'est aussi tout l'objet de mon livre, hein, c'est de leur dire. Mm. Donc mon livre, pour les personnes qui connaissent pas, c'est les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Ça s'adresse aux parents et aux enfants de 5-12 ans. Mm. Donc avec vraiment 8 chapitres, avec au début de chaque chapitre, vraiment une prise en charge des parents. Voilà, main dans la main, on explique un peu. J'aime beaucoup ton livre où ça va les parents, vous nous suivez toujours, vous n'êtes pas trop choqués, oh, il est vraiment bien tourné. Franchement, ouais, je le conseille toujours parce que je le trouve bien dosé, il a de bonnes touches d'humour, enfin, il est cool. Et en fait, je leur dis, mais vous savez, c'est hyper dur pour nous. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance hein, vis-à-vis de notre génération. Je pense que je sais pas quel âge t'as, mais je pense qu'on a plus ou moins la même génération. 31. Ouais, bah ah non, je suis plus vieille. Mais Mais si, on va dire ma génération, t'inquiète. même génération, trentaine, la trentaine. La trentaine, c'est ça. Et en fait, t'es là, nous, on a quand même hérité enfin, clairement, on a un héritage. Je parle pas pour toutes les familles. Il y a des familles quand même où ça se passe, c'était différent, mais où il y a un certain, ouais, il y a soit on n'en parle pas du tout, donc Mhm. on est dans le tabou absolu, soit la honte, le silence, Mhm. soit quand on en parle, c'est quelque chose entre guillemets sale, dangereux, attention ceci, attention cela. Donc si tu veux, on a intégré et puis globalement
il y a une espèce d'absence de transmission, c'est-à-dire depuis des millénaires, je dis les familles, elles se transmettent des histoires familiales, la saga, les vieux meubles, la cuisine, les bonnes recettes, tu sais, mais vraiment l'espèce de légende familiale. Et il y a un sujet qui n'a jamais été transmis à aucun moment, c'est en fait l'éducation à la sexualité, à l'intimité, etc. C'est très compliqué. Donc en fait, nous, on est, je pense, la première génération de parents à ouvrir le sujet, mais l'objectif premier, c'est surtout, en fait, de faire comprendre à nos enfants à travers la posture que c'est OK, en fait, d'en parler, et que ce n'est pas du tout, enfin, c'est ton corps, c'est ton intimité, et donc tout le sujet de la transmission, moi je dis, je pense que ça n'a pas été fait parce qu'il y a une très grande peur qui est de dévoiler sa propre intimité de parent, peur d'entrer dans l'intimité de l'enfant, et du coup il y a une espèce de couloir assez étroit, tu vois, entre ces deux intimités-là, et donc il faut louvoyer entre les deux intimités, et plutôt que de faire des erreurs ou de parler de ce qu'il faut pas ou de trop en dire, les parents ils préfèrent ne rien faire. Je fais rien, donc je risque pas de faire des erreurs. Et en fait, malheureusement, ne pas en parler est une erreur. C'est dommageable parce que derrière, effectivement, le jour où tu te retrouves en couple, etc., tu te retrouves dans des situations où tu es là, effectivement, je connais littéralement son fruit préféré, enfin, tu vois, ça, hein, mais en fait, mais je sais pas ce qu'il a fait le plus kiffer au lit, en fait. Tu te retrouves dans des situations, enfin voilà, et c'est vrai que c'est compliqué, et pour ça, il y a des, heureusement, on est une super époque, il y a quand même des jeux sympas, tu vois, qui émergent. Moi, pour ces couples qui ont du mal à parler de ces sujets-là, je conseille toujours de passer par le jeu. Je sais pas si t'es un gamer, moi j'adore les jeux. On a des meubles, on a 2 meubles entiers remplis de jeux de société, et on a également nos jeux à nous de couple, tu vois, avec des petites cartes qui permettent en fait innocemment en fait d'ouvrir les sujets, et enfin comme c'est abordé sous un angle léger, si c'est léger ça peut pas être si sérieux, c'est pas si grave, on peut en parler, et du coup moi je conseille ces petits jeux de cartes. Donc il y a tu sais il y a le jeu de la chat, je sais pas comment ça s'appelle, il y a Grassmat, il y a Discutons, il y a 10 mois version couple, We Are Not Really Strangers, enfin il y a plein de jeux qui existent comme ça, le ministère de la tchatch, c'est des jeux super. Franchement, ça coûte maximum, ça coûte entre 10 et 20 euros le paquet de cartes, et franchement faites-vous plaisir, offrez-vous ça peut ouvrir les sujets. Et puis voilà, donc ça peut être une bonne idée. Ouais, donc en réalité, le point le plus important, ce serait l'éducation, dans ce que je retiens. Et tu vois, ça fait écho avec ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette aisance avec ton corps, avec ce sujet et compagnie? Il y a quand même ce côté où tu as été exposé très tôt, très jeune. Et en fait, ça permet de pas avoir d'a priori, de pas avoir de préjugés, de pas avoir de peur, de honte, parce que tu as baigné dedans. Et ouais, ou alors, enfin, moi, je les ai pas ressentis, enfin, même si, enfin, tu vois, je me suis jamais posé de questions. Enfin, réellement, en fait, pour moi, c'était évident. C'est-à-dire, si on a un corps et que, tu vois, il y a des zones érogènes qui te donnent du plaisir, tu fais de mal à personne, c'est pas dangereux, tu vois, c'est pas mauvais pour ma santé. Alors du coup, pourquoi est-ce que je le ferais pas, tu vois? Du coup, il y a aussi un côté très naturel, tu vois, ce que je dis aux gens qui me disent: oh là là, mais tu parles de masturbation infantile dans ton livre pour les enfants. Je fais, vous savez, attendez, je suis désolée, je vais faire tomber un énorme tabou, 40 à 80%. Alors, il y a un éventail qui est du simple au double, ce qui est un peu nul. C'est les études qui ont été menées sur... oui, on n'a pas forcément posé les mêmes questions selon les études, donc on n'a pas les mêmes réponses. Entre 40 et 80% des enfants prépubères se masturbent. Donc effectivement, j'aurais pu ne pas en parler, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire, il y a au moment aussi, il faut briser ce tabou-là. Tous les mammifères se masturbent. Chez les humaines, on fait pas exception. On a des échographies. Tu te rends compte, on a des échographies de fœtus en train de se branler. Tu vois, t'es là en mode, bon, enfin, je veux dire, tout va bien. Alors là, les gens m'ont envoyé un truc. Tu te rends compte, parce que c'était dans Brut, même les dauphins se branlent. Je vous ai dit, tous les mammifères se branlent. Enfin, je veux dire, un dauphin, un mammifère, ça se branle, oui. Oui, les dauphins ont un clitoris et ils s'amusent à se le stimuler. En fait, mais ça fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà. Et ils se cachent pas derrière un coquillage pour le faire. En fait, il y a un côté, voilà. Donc, oui, on peut parler de sexualité. C'est un corps, l'enfant, et voilà. Si ça vous arrive, si vous êtes témoin de votre enfant, vous avez juste la possibilité de lui dire,
c'est super ok, c'est hyper naturel, c'est sain. Je t'invite juste à aller dans un lieu calme, par exemple ta chambre, pour protéger ton intimité et celle des autres. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et voilà. Et tu penses qu'on devrait, alors, on va peut-être pas dire pousser les enfants à se masturber, le mot est peut-être un peu fort, mais tu vois, en parler, leur expliquer, et comme tu dis, tu vois, de donner un cadre à tous les enfants. Ensuite, clairement, je pense qu'il faut. Je suis aussi partisane de laisser les enfants explorer clairement à leur rythme, sans rien pousser ni rien. Ensuite, tu vois, dans mon livre, j'expose voilà, l'anatomie des corps, donc clitoris, pénis, je définis ce que ça veut dire. Et si tu veux, si derrière l'enfant se dit ah tiens, c'est marrant, du coup. Qu'est-ce que ça fait alors quand moi je touche mon clitoris, si l'enfant ensuite envie de s'explorer après la lecture du livre, ça lui appartient, mais vraiment, j'ai envie de dire, on a vécu avec suffisamment d'injonctions. À mon époque, l'injonction, c'était de pas faire de sexe, hein, d'ailleurs. Moi, je suis de la génération SIDA. Génération SIDA, on avait une intervention de toute ma scolarité, des personnes qui sont venues nous expliquer en pleine épidémie VIH. Alors, sexe égale VIH ou autre IST égale mort. Bon, ça commençait comme ça. Ça calme tout de suite. Ou alors, sexe égale grossesse non désirée égale avortement égale quelque part une autre forme de mort. Ça calme aussi. Ça calme. Et du coup, en gros, ne faites pas de sexe. Voilà. Et donc, ok, c'est super. Donc nous, on a grandi avec des injonctions à ne pas faire. Et c'est important, en fait, et ça, c'est un truc dont il faut vraiment essayer de se préserver, de pas troquer des injonctions contre d'autres, en fait. Enfin, il faut rester, je pense, aussi la plus je sais pas comment dire ça. Faut préserver les itinéraires et les chemins individuels. En fait, je l'imagine, tu vois, un peu comme on ouvre des portes aux gens, et libre à eux de s'y engouffrer, mais en fait, leur montrer que la porte est ouverte. En fait, c'est drôle parce que ouais, exactement, j'aime beaucoup cette image, et d'ailleurs, c'était quelque chose qui avait été dit en story par une personne. Génial. Tu sais l'effet que ça fait ton compte. Ça fait en fait cette impression d'avoir toujours vécu dans les toilettes d'une maison, en fait. Ça fait un peu allégorie de la caverne, tu sais, version 2.0. Puis un jour, tu ouvres la porte des chiottes et puis t'es là en mode ah, mais en fait, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a plein de chambres, il y a même un grenier et un garage, quoi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, moi, je leur dis, ou alors tu peux comparer ça à un menu de resto, tu vois. C'est-à-dire, ok, donc toute ta vie, t'as bouffé du steak frites, et puis un jour, tu sais, tu découvres que sur les cartes, voilà. Mais oui, c'est ça. Il y a du risotto, tu sais. Le risotto. Voilà, le cassoulet, le machin. Et tout d'un coup, t'es là en mode, ah, c'est incroyable. Ça veut pas dire que t'es obligé de goûter à tout, hein. C'est-à-dire, littéralement, si tu kiffes le steak frites et que t'es heureuse tous les jours avec ton steak frites, mais reste avec ton steak frites réellement, quoi. Ensuite, sache que, y a plein d'autres choses. Et moi, je suis vraiment là, effectivement, pour ouvrir, en fait. Et en fait, rien qu'en ouvrant et en parlant, moi, je ressens, en tout cas, c'est un peu ce que dit la commu, c'est une espèce d'apaisement. Il y a quelque chose de « je ne suis pas seule ». Et pour les personnes qui me disaient « tu parles jamais de ta propre sexualité », très rarement. Je fais effectivement, globalement, bon, j'ai envie de dire, c'est pas tu vois, c'est pas très intéressant. On veut savoir, Charline. Eh ben non, c'est mon intimité. Mais cela étant... C'est pas le but de ton compte. Alors, mon compte, c'est pas ça. Et puis, j'aurais dit, j'aurais pu faire. Il y a des personnes qui l'ont fait, un compte où elles dévoilent, racontent des anecdotes, tu vois, sur leur vie sexuelle, etc. Et puis, moi, je me dis, mais en fait, si j'avais fait ça, je pense que les gens auraient reçu ça en mode, bon, c'est très cool, ok, d'accord, on a compris, elle a une super sex life, tu vois, mais good for her, tu vois, genre, mais on s'en cogne. Et en fait, mais réellement, et là, en fait, tout d'un coup, tu ouvres les sujets sur n'importe quoi, tu vois, ça peut être le squirting, donc c'est les émissions fontaines, ça peut être, je sais pas moi, le sexe anal, le cunil, la fellation, gorge profonde, tout ce que tu veux. Et en fait, la réalité, c'est que moi, j'apporte donc un minimum de bagage un peu pédagogique, médical, anatomique. De connaissances. On revient à la base, et puis après, je laisse la parole tourner, et puis tout d'un coup, tout le monde raconte un peu des explorations, puis les limites, et puis la commu vient en aide et tout ça. À la fin de chaque story, si tu veux, les gens, ils ont cette impression, ils me disent, en fait, en gros, si monsieur, madame, tout le monde
voilà, s'autorise à, enfin voilà, à explorer le sexe anal, le squirting, le fisting, etc. Mais en fait, du coup, en fait, bah, si tout le monde s'autorise, du coup, moi aussi, je peux me l'autoriser. Enfin, j'ai le droit de le faire, en fait. Il y a un truc de, ah, et ben du coup, moi aussi, je vais m'autoriser ça. Et en fait, ben, c'est comme ça c'est comme ça qu'on avance. Il y a une espèce de, tout d'un coup, ben, les gens s'autorisent à vivre des choses, tu vois, comme quoi il y a une espèce de croyances. Je crois que c'est sans doute un des domaines dans lesquels les croyances limitantes sont les plus tenaces, la sexualité. Ouais. Et en fait, eh ben non, tu as réellement la possibilité, si tu le souhaites, et dans le consentement de toutes les personnes concernées, tu peux réellement, globalement, à peu près tout faire. Tant que c'est évidemment des personnes majeures, tant que c'est légal et tant que c'est dans le consentement et le respect, la bienveillance. Mais littéralement, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de... Voilà, juste... s'il y a besoin, je cadre. Enfin, j'explique bien ce qu'il ne faut pas faire. Mais, il y a quand même 2-3 limites. Mais... ouais. Et tu vois, il y a une espèce d'émulation, d'énergie positive. Et aussi, c'est-à-dire, là, tu vois, très récemment, on a parlé des personnes pour qui c'est plus compliqué de lâcher prise, tu vois. Et tu ressentais très fort que, en fait, je ressentais des gens qui témoignaient on est tous dans la même galère. Il y a des personnes hypersensibles pour qui sont incapables de bander au premier rendez-vous ou quand ils sont vraiment hyper émus par la personne en face, mais jamais ils vont bander. Et si tu veux, et en fait c'est super ok. Enfin, en fait on s'en cogne. C'est pas si grave. Deux, tant qu'il y a de la bienveillance, de la complicité, tout va bien. Troisième chose, en fait, c'est pas parce que tu bandes pas qu'il y aura pas de sexe, en fait. Je veux dire, en fait, tout est possible. Je veux dire, t'as une langue, t'as des mains, t'as des jouets, t'as un cul, enfin tout est possible, tu sais quoi. Et en fait, tu sentais aussi cette espèce de, on s'accompagne également dans, eh ben oui, on a des vraies difficultés, on n'est vraiment pas, t'inquiète, t'es pas toute seule et t'es pas tout seul. Et c'est compliqué de lâcher prise, et c'est compliqué l'orgasme, mais en fait, il y a pas, en fait, tu ressens pas non plus une espèce, et ça c'est important pour moi, il n'y a pas de course à la performance. Il n'y a pas de course, c'est pas une course à l'orgasme, pas une course à la performance, c'est pas une course à qui aura fait de plus ou mieux ou différemment. En fait, on est vraiment plutôt là sur un espace de, on s'entraide, on partage nos expériences en espérant que ça puisse aider d'autres personnes, mais aussi pour voir les réactions et se dire, oh purée, il y a tellement de personnes qui vivent la même chose que moi. Putain, ça me rassure, je pensais être un peu seule. Ouais. Et voilà. Et du coup, tu vois, c'est cet espace. Et franchement, moi, j'observe un peu mon petit. Enfin, je pense qu'il se passe sur le compte un peu la même chose qu'en session. C'est juste beau. Enfin, c'est juste. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour. Enfin, c'est vraiment. Les gens me disent c'est un conte qui parle de cul. Je me mets pas du tout. En fait, c'est un conte qui parle d'amour. C'est beau ça. C'est super tendre. C'est ça. Hein. Et c'est très bienveillant. Et puis les gens disent, mais en fait, ça redonne foi en l'humanité. Je pense qu'il y a quelque chose de super apaisant, super tendre, super drôle aussi. Tu vois, ensuite, quand ça devient un peu trop théorique, bon, je balance un truc un peu léger. Parce qu'il faut bien en rire. Donc là, qu'est-ce qu'on s'est poilé là, c'était. Les fails, quand tu parles des fails, souvent c'est hyper marrant aussi. Mais les fails, mais là, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé, mais c'était tellement drôle. C'était les dégâts matériels. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai rigolé, j'ai hurlé. C'est horrible. Hein. On allait à un enterrement. Hier, on avait un enterrement dans la famille de mon mari. Ça le rend plus léger l'enterrement. Et en fait, réellement, tu sais, je lisais les DM qui arrivaient. Alors, les DM, c'est les messages privés sur Instagram. Et pour donner un ordre de grandeur, on est à entre 3 et 4 000 DM par semaine. Ah, vache. On est monté à 5 000, 6 000 sur des grosses stories. Et donc, non, mais c'est monstre. On est à minimum, j'irais minimum 500 par jour, quoi. Ouais. Donc, je passe énormément de temps à lire. Et puis ensuite, la commu, c'est que, globalement, en fait, je reposte aussi les punchlines et de la commu. Et ça crée des espèces de bulles, en fait, d'humour qu'on partage. Et c'est comme ça, c'est la naissance du risotto, c'est la naissance des endives, c'est la naissance de plein d'autres choses. Donc c'est la naissance du décap-four, je sais pas si tu as suivi l'histoire de cette story. Avec la voiture attaquée. Exactement. Ouais, j'ai suivi, c'est complètement dégénéré cette histoire. Et en fait,
Mais enfin, franchement, je hurlais de rire. Et en fait, et quand je lisais les messages de gens qui me disent, mais j'en peux plus, je me pisse dessus, je suis au boulot, Charline, franchement, ça suffit, quoi. Et tu sais, t'es là en mode, attends, je vais en trouver une autre. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, de montrer que la sexualité, ça peut être un sujet où tu peux vraiment te marrer, etc. Ça n'a pas besoin d'être tabou ou autre. En fait, je pense que, surtout sur ces séances de fou rire, etc., on vient de toucher, pour moi, ce qui est de plus profond dans la sexualité. C'est paradoxal, hein, ça a l'air super léger, superficiel. Ouais. On vient toucher la complicité. Ouais. C'est-à-dire à travers ces petites histoires de gens qui leur arrivent, donc c'était des dégâts matériels pendant l'amour, pendant le sexe, et du coup, c'était très drôle, les gens racontaient leurs histoires, et littéralement, ça se finissait par un fou rire, à chaque fois. Et t'es là, en fait, bah derrière, en fait, ce qui ressort de cette story, c'est la complicité, en fait. Moi, je ressens fortement cette complicité quand il t'arrive une couille, littéralement, pardon. Enfin, je dirais derrière, enfin, c'est la grosse poilade, quoi. Bon, sauf si vraiment c'est très malheureux. Oui. Ouais. Mais si tu veux, mais globalement, et en fait, bah, cette complicité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus ouf en fait dans le sexe. Et ça peut être ça peut être très, enfin, entre guillemets, très solennel. Ça peut être une complicité, tu sais, entre deux personnes mais qui se Un désirent regard de ouf, qui se bouffent du regard, et enfin voilà, un truc très 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 profond. Ça peut être une complicité hyper légère, etc. Mais on vient toucher en fait cette connexion là qui fait que bah, ça reste, donc la sexualité permet, et c'est absolument pas du tout le seul moyen, ce que je dis souvent, voilà, une connexion à l'autre, à soi et à l'autre, mais qui est magique, quoi. Ouais. C'est beau, c'est beau. Et tu vois, on a beaucoup parlé justement de toute cette évolution qui a eu lieu depuis pas mal d'années maintenant. Donc tu nous as parlé des évolutions évidemment scientifiques, etc. D'après toi, d'un point de vue aussi bien positif que négatif, le développement de la pornographie et des applications de rencontres. Alors c'est deux trucs un peu différents. Ah ouais. Mais qui suis-je pour parler de ça? Non mais une fois de plus, c'est ton opinion ou alors des retours que tu as pu avoir de personnes. Tu vois, on parle de course à la performance. Je pense que les hommes là-dessus, on a beaucoup de fausses croyances. Ouais, et surtout, en fait, ce qui est intéressant, tu vois, je vais te parler plutôt de sextoy. Je suis désolée, je réponds pas à la question. C'est pas grave, je prends aussi. J'ai envie de parler de sextoy. Tu es l'invité, tu as tous les droits. C'est bon. Écoute, parce que, enfin voilà, typiquement, il y a des filles qui régulièrement m'écrivent en mode « Ah, mais les sextoys, alors j'en ai, mais mon chéri, c'est pas que j'en ai. » Puis alors, c'est même pas envisageable, science-fiction, d'utiliser ensemble. Ok. Alors, c'est hyper intéressant, je trouve, comme discours analysé, donc ça vaut le coup d'être creusé, et du coup, on fait des publications régulièrement sur le sujet. Et en fait, cette espèce d'impression d'être remplacé, tu sais, il y a effectivement des insécurités, mais ça, c'est clairement des insécurités qu'il faut écouter en disant bah, c'est hyper intéressant. Si du coup ton partenaire de vie ou de galipette a peur d'être remplacé par 20 cm de plastique, ok, admettons. Moi, je veux bien, mais du coup, en fait, comment dire, est-ce qu'il est possible d'inverser, en fait, de changer de paradigme et de se dire, enfin, qu'est-ce qui est le plus important pour lui dans une relation sexuelle? Est-ce que c'est le plus important pour lui, c'est j'ai un glaive et il faut absolument que ce soit mon glaive qui te donne du plaisir, et en fait je mets tout mon ego dans mon glaive. c'est ça, dans mon gun, dans mon sac, dans mon phallus, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de prouver qu'il est tout puissant. Alors peut-être que c'est ça le plus important, effectivement. Et peut-être que ce qui est le plus important, c'est de partager un vrai moment d'intimité, de complicité, de plaisir. Et auquel cas, tu peux dire, mais en fait, tu sais quoi? Alors, on va sortir des études scientifiques, on va sortir Kontula 2016, Determinants of Female Sexual Orgasm. Excellent. En fait, mais oui, mais c'est le. En plus, j'en ai fait un poster tellement il est ouf, cette étude. Avec les proportions et compagnie. Ouais. Il n'y a que 6% des propriétaires de clito qui atteignent régulièrement l'orgasme par seule pénétration. 6%. Donc en fait, bon, statistiquement, ton gun, il peut être super, il peut être ouf, il peut être, tu sais, peut-être très très bien. Statistiquement, c'est 6%, ok? Bon, je t'aime beaucoup. Réellement, en fait, occupe-toi de mon clitoris externe. Du reste. Du reste, fais les deux. Et en fait, concrètement, alors on s'en fout de ton gun, donc quelque part... en fait, le fait que j'ai des sextoys, ça devrait même complètement, quelque part, que t'aies une érection, que t'en aies pas, que t'éjacules au bout de 1 minute, ou en fait, on s'en cogne, parce que en fait, c'est pas ça, c'est pas le plus important.
Et deux, en fait, eh ben, considère-les comme des alliés, tu vois. Enfin, Mhm. vous êtes une team, hein. Ouais. Mais jouer et toi, c'est une team. Voilà. En fait, on est vraiment là pour ajouter au plaisir. Et en fait, tu sais même quoi, le truc de ouf, c'est que j'en ai même pour toi des jouets. Et même pour toi, on va peut-être même pouvoir explorer des trucs hyper cool, où tu vas toi-même découvrir des zones érogènes pour toi. On va peut-être découvrir du coup des nouveaux jeux, des nouveaux moyens de se connecter, de se donner mutuellement du plaisir. En fait, ça va peut-être ouvrir le champ des possibles. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que sur les sextoys, je crois que ça fait énormément. Ça fait en 3 ans, j'ai vu une énorme évolution dans ma commune. Voilà, puis il y a plein de filles personnes à clitoris qui ont découvert l'orgasme grâce à des sextoys et qui sont en mode ah mais je sais pas comment amener leur utilisation, genre j'aimerais tellement y arriver sans sextoy, et t'es là en mode tu sais quoi, il y a pas un mode d'emploi, c'est dire ah mais je veux absolument arriver à voir sans mes lunettes. Non, en fait tu sais quoi, t'as besoin de lunettes parce que t'es myope, t'as stigmate, et ben peut-être que t'as un clitoris. Et oui, en fait c'est comme les pénis, hein, il y a différentes formes de clitoris. Il y a des clitoris plus ou moins enfouis, plus ou moins encapuchonnés. Il y a des phimosis. Tu sais, les phimosis du clitoris, chez les filles qui ont des difficultés à orgasmer, c'était mesuré, on est de l'ordre de 20% de phimosis. En fait, t'es là en mode, en fait, c'est énorme. Genre, en fait, arrête de vouloir faire un truc qui physiquement ne marche pas. Donc, soit tu te fais opérer. En France, des phimosis du clito, ils sont très très peu opérés parce que on est en train de découvrir tout juste, tu vois, de quoi il s'agit, tu vois. Bon, ça fait 30 ans qu'on sait faire bander des vieillards de 90 ans. Par contre, enfin voilà, ça c'est pas possible. Bon bref, je vais pas rentrer dans le sujet, mais par contre, t'es là, bah écoute, il y a des super jouets, il y a des wands, il y a des womanizers qui te permettent d'orgasmer, tu sais, en fait. Mais tu peux les utiliser pendant que vous faites du sexe ensemble, et puis le sexe, ça n'a pas besoin de... Enfin, est-ce qu'on peut arriver, et il y a tout un travail à faire, arriver à considérer la pénétration phallo-vaginale comme... Tu sais, c'est comme ton jeu de cartes, ton jeu de tarot. T'es là en mode, bon, alors je joue quoi? C'est ça, tu sais quoi? Et en fait, t'as plein d'atouts, t'as plein de cartes différentes et t'as même pas besoin d'utiliser, quoi. Même si t'as un pénis, quoi. En fait, on s'en cogne, littéralement. Et donc, tu peux amener ça en disant, mais en fait, et c'est vraiment, enfin, je suis pas en train de réapprendre aux gens à faire l'amour, je suis juste effectivement en train de leur dire, avant, t'avais une seule carte et maintenant, je vais te donner, je vais distribuer, c'est ça. Maintenant, tu vas te retrouver avec plein de cartes et tu vas choisir. Et en fait, n'hésitez surtout pas, en fait. Il n'y a pas de honte à dire, en fait, à votre partenaire, tu sais, en fait, bon, ok, faut que je te dise un truc. Ouais, je sais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans que je simule. Ouais, c'est comme ça. Ok. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est hyper dur, parce que les gens ont l'impression d'une trahison. Je comprends. Clairement. Je comprends. En fait, tu te dis, bah oui, parce que du coup, je voyais que t'avais envie d'y arriver, il y avait une pression à l'orgasme. Ouais, bon, écoute. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour rectifier le tir? Enfin, voilà. Dire, bon, bah voilà, écoute, oui, bah non, bah ça marche. Enfin, j'avais pas d'orgasme quand tu me pénétrais. En fait, j'ai trouvé un moyen d'avoir de l'orgasme. C'est avec tel jouet ou tel jouet. Et est-ce que tu serais d'accord? Et ben pour qu'on l'utilise. Mais en fait, ça peut tout, c'est-à-dire tu peux jouer en moi et après tu joues avec sur moi. On peut commencer par moi et après tu me pénètres. Tu peux me pénétrer, on l'utilise en même temps. Tu peux, tu sais, tu l'utilises sur moi. Enfin, tout est possible. Enfin, ouais, mais les gens n'ont pas conscience de toutes ces possibilités. Et en fait, tant que tu le dis pas, les gens ne se l'autorisent pas. On revient aux croyances limitantes. Et en fait, bah, tout le truc de mon compte, c'est que les gens ont une créativité monstre. Parce que du coup, et en fait, ils sont ravis de partager. Tu sais, tu lis plein de trucs en disant ah mais les gens ils ont osé faire ça. Ouais. Et du coup, moi aussi je veux oser. Allez, ils ont pris telle carte, ils l'ont combiné avec telle carte. Et ça a fait un super Pokémon. Et du coup, et on y va. Et en fait, il y a cette espèce de libération collective. Enfin voilà, il y a aussi le mot liberté qui me revient à travers mon compte. Enfin, j'aime bien que les gens osent prendre leur liberté, dépasser leurs croyances limitantes, et puis oser. Et c'est encore une fois, tu sais, j'ai envie de dire, c'est presque le plus dur, et oser avoir cette conversation. La conversation que je t'ai décrite, elle est hyper dure à avoir, hyper dure. Ouais. Bah, ouais, ça c'est clair qu'elle est hyper dure, et puis elle est dure à entendre peut-être pour l'autre partie qui a ses croyances et qui veut pas en sortir et qui pensait aussi bien faire depuis des années et en fait est à côté. Ah ouais, ça peut être vécu en mode bah oui, et en fait, mais ça c'est, bah voilà, encore tout un travail à faire. Tu sais, moi je me bats, je dis je ne veux plus entendre le mot préliminaire. Alors je vais expliquer pourquoi. En fait, on a grandi un peu tous dans, en gros, t'as les préliminaires. En français, préliminaire, ça signifie qui prépare et anticipe quelque chose de plus important.
Ok. Pourquoi ce serait le plus important? Donc le plus important, c'est la pénétration. Et quelque part, en fait, on n'est absolument pas sorti, alors qu'on est en 2022, d'un schéma complètement reproductif. En tout cas, de sexualité hétéro, qui est comme si on allait se reproduire. Enfin, bon, soyons clairs. Alors en fait, alors juste les chiffres, hein, parce que c'est intéressant à voir. On considère qu'un humain, une humaine, au cours de notre vie, on a alors les chiffres, entre 2 et 3 000 rapports sexuels au cours de notre vie. Okay. Les chiffres, c'est plutôt 3 000. Et en moyenne, sur Terre, le taux de reproduction, c'est 3 enfants par humain. C'est à peu près le taux mondial. Hein. Enfin, donc, on a lissé tout le monde. Hein. Donc, littéralement, si tu veux, l'espèce humaine a un taux, du coup, tu regardes le nombre de rejetons sur le nombre de rapports sexuels au cours de notre vie. 0,1%. On est sur du 1 pour 1000. 1 pour 1000. Et du coup, 1 pour 1000, littéralement, nous sommes les bons derniers, mais genre bons derniers de tout le règne animal. Genre les lapins, ils se reproduisent, t'as un rapport, 4 lapins, waouh, truc de ouf. Hein, et puis là, et nous, en fait, littéralement, en fait, t'as un rapport reproductif sur 1000 rapports. On a donc 999 sur 1000 qui ne sont pas des rapports reproductif. Et pour autant, on continue dans notre sexualité hétéro à avoir du sexe comme si on allait faire des bébés. Là, stop. Sexualité, reproduction. Non. Mais en fait, cette espèce de, tu vois, de dichotomie et d'espacement, en fait, de ces deux choses-là, ça prend du temps. Parce que c'est ancré, c'est sociétal. Et du coup, t'es là en mode, bon, alors, maintenant que vous avez tout ce qui peut être un moment de partage et de complicité, de plaisir est autorisé. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on va appeler ça des préliminaires parce que donc ça prépare. Ah non, du coup, là, ça marche plus. Mais effectivement, les préliminaires, c'était entre guillemets, ce qui permet de d'échauffer les corps pour les préparer à la pénétration. Et t'es là en mode, non. C'est-à-dire, une fois que le script, on l'a détruit, tiens, tu te souviens, on l'a coupé en 1000 morceaux. Mais du coup, qu'est-ce qui reste? Et il reste littéralement 100%. Mais tout, 100%, il faut tout réinventer. Et donc, tout est possible. Donc en fait, si on te dit vous allez faire l'amour mais vous allez pas vous pénétrer, enfin lui il va pas te pénétrer, il y aura pas pénis dans le vagin, tu sais, les gens ils sont là en mode mais du coup on peut faire quoi? Il y a Jouissance Club, donc 300 pages si tu veux d'exo de sexe non sans pénétration vaginale si t'as envie de t'éclater, mais si tu veux littéralement en fait tout est faisable. Mais c'est vrai que il y a un temps, en fait, ce qu'on appelle la déconstruction, en fait, dans le féminisme. C'est-à-dire, tu commences par déconstruire et puis après, tu reconstruis. Et je pense que le conte, Orgasme et moi, c'est aussi ce qui permet de reconstruire, de nourrir l'imaginaire de tout le monde, pour redonner un jeu de cartes dans lequel on se reconnaît. Parce qu'il y a des fois où tu dis des trucs, t'es en mode, alors, j'ai bien compris qu'il fallait déconstruire, mais ça, moi, je le ferai jamais. C'est ok. Il y a aussi, il faut s'approprier, il faut aussi des rencontres, tu vois. Il y en a qui me disent, alors moi, les fellations, impossible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce gars, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais tellement envie de le sucer. Voilà, c'est la vie. Tu sais, ça s'appelle la vie. Et en fait, j'ai envie de dire, mais réellement, en fait, on sait pas de quoi demain il fait. Ou alors, en fait, je détestais les cunis. Et puis, jusqu'au jour où le mec, il m'a dessapé. Et puis, il a commencé à juste passer son visage et m'a fait « Oh, qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, je m'interdisais les cunis parce que je me trouvais dégoûtante. En fait, je comprenais pas comment on pouvait trouver cette zone séduisante, attrayante. Voilà. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un te fait dépasser une croyance limitante, encore une fois, et tout d'un coup, tout redevient impossible. C'est oh mais mon Dieu, ah mais je vais avoir un orgasme. Et en fait, c'est globalement ça, et c'est ça qui est intéressant dans la sexualité. Puis là, pour le coup, je vais m'inclure. En fait, je suis absolument persuadée, et réellement, que j'ai encore plein de choses à découvrir, tu vois. Et voilà, je crois que c'est un peu cette espèce de fraîcheur qui fait que cet enthousiasme, ce partage, qui fait que voilà, on est et puis cette découverte permanente qui peut aussi faire que dans un couple, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, des couples qui au bout de 10 ans s'ennuient, ne font plus rien, n'osent plus en parler, c'est peut-être grâce à ça aussi que tu peux garder une alchimie, un entrain pendant longtemps dans un couple. Et là, on parle d'un couple qui reste, comment tu disais, à deux. Monogame. Mais merci, monogame. Exclusif, ouais.
Il y a d'autres solutions, oui. Et puis tu peux, enfin tu vois, tu peux t'inscrire. Enfin, je donne des idées en vrac, hein, mais j'ai envie de dire, vous pouvez, mais il y a mille choses. Vous pouvez faire un week-end de tantra, découvrir le massage tantrique pour vous reconnecter. Comme vous pouvez aller passer une soirée dans un donjon pour voir si ça vous excite et si vous avez envie de faire ça à la maison. Comme Il y a plein de choses. Ouais, en fait, il y a pas mal de choses. Ou alors débouler dans un magasin de sextoy pour dévaliser et essayer vos jouets comme si vous aviez 15 ans de nouveau. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire potentiellement. Ouais. Et quand tu parlais des... Ah, si ça revient, tu me coupes. Et quand tu parlais tout à l'heure aussi des croyances limitantes, est-ce que tu trouves qu'il y en a plus dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels? Dans les couples queer, si tu veux, la question se pose. Enfin, en fait, j'ai cette sensation qu'il n'y avait pas de script. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, en mode, puisqu'il n'y a rien écrit, il faut inventer. Donc, en fait, ça avait cette part de laisser à la créativité, l'inventivité, qui, pour moi, était beaucoup plus importante dès le départ. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, je me suis rendu compte que quand je faisais, si je branle ma copine et que, je sais pas, je lui mets, tu vois, 3 doigts dans la chatte, doigts dans le cul, elle jouit, enfin, je sais pas, on s'amuse. Ça s'appelle faire l'amour. Mais en fait, un mec me fait ça, ça va s'appeler des préliminaires. T'es là en mode, à quel moment vous avez disjoncté là? En fait, il y a rien de logique dans votre truc. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc non, en fait, ça s'appelle faire l'amour aussi. C'est juste que ça rentre pas dans votre logiciel. C'est peut-être que le logiciel est foutu. C'est bon, prenez le logiciel. Bim, ça y est, erreur 404, c'est fini. Donc voilà, il y a ça. Et puis aussi, tu disais, alors il y a des couples qui se réinventent, ça y est, c'est mes revenus. Moi, je pense qu'il y a également surtout beaucoup de personnes. Alors là, je pense que la grosse vague est passée. Il y a énormément de personnes qui sont arrivées sur le compte, en particulier des femmes ou des personnes perçues comme telles, et qui ont littéralement dit, en fait, je n'accepte plus, c'est inadmissible, je ne veux plus vivre ça. En fait, qu'ils sortent d'une relation toxique parce que, on va revenir à la base de la base, parce que viol conjugal, parce que le devoir conjugal est encore hyper ancré, parce qu'il y a une espèce de dette sexuelle, de genre, tu comprends, il a des besoins, lol. Donc, en fait, ou alors, il en a rien à carrer de moi. En fait, la seule chose qu'il est, en fait, on n'est pas en train de faire l'amour, du sexe, il est littéralement en train de se branler dans mon vagin. Donc, en fait, aucun intérêt. Ça y est, il a éjaculé, il s'endort, rien à cogner de moi. En fait, ce genre de déchet, hop, poubelle. Bim, c'est fini. Donc, il y a quand même énormément, en fait, cette vague, en fait, de personnes qui arrivent sur mon compte et qui commencent déjà par mettre fin à une relation toxique, merdique. Voilà. Ok, c'est top. Voilà. En vrai, j'avais encore beaucoup de questions et je voulais qu'on parle de tout ce qui était question de genre qui est, je trouve, hyper important. Mais ton temps est dans l'épisode 2. Ouais, c'est ça, ton temps est très précieux. Ça fait déjà 1 heure et si je dis pas de bêtises, tu enchaînes dans pas longtemps avec un live. Exactement, avec des filles incroyables, live endométriose avec Juju la Gigi et Tata Karine. Tata Karine, yes. Donc plutôt que de l'aborder à la va-vite, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on en reparlera un de ces 4 pour un 2e épisode complet à ce sujet-là. Bah écoute, avec plaisir. Écoute, merci de ton temps, merci de ta bonne humeur, c'était hyper cool, et puis de toutes tes expériences. Pour ceux qui ça intéresse, donc il y a ton compte Instagram Orgasme et moi, ton livre, est-ce que tu peux rappeler le titre? Alors, corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou... Écoutez, à la Sorbonne, en DU de santé sexuelle, mais je crois que je les places sont malheureusement, elles ont été prises d'assaut, c'est fini. Mais voilà, écoutez, je vais bientôt, j'espère, je reviendrai pour peut-être un 2e livre qui, je vais m'y mettre. Ah, génial. T'as une idée du thème déjà? Je tease, je vous dis ça dans le 2e épisode. Bien joué. Écoute, merci beaucoup, puis bonne soirée. Ça marche, bye.